Bonjour, bonjour. Je sais que vous attendez tous la suite du mystère amazonien. Je ne vous fais donc pas languir plus longtemps. Lorsqu'Henri et Sophie se furent habitués à la pénombre du lieu dans lequel ils se trouvaient, et après avoir réalisé qu'ils n'étaient peut-être finalement pas morts, leur regard fit un tour d'horizon de leur environnement. Ils étaient bien dans une sorte de crypte immense, creusée à même la pierre, mais le sol et quasiment la totalité des murs brillaient d'un éclat solaire, et ils réalisèrent qu'ils étaient couverts d'or. De l'or donc, mais aussi des vasques recouvertes de pierreries, des autels en marbre vert, des tissages précieux pendant du plafond, et partout d'immenses vases remplis de fleurs exotiques chatoyantes. Le jeune couple ne parvenait même pas à se dire un mot tant il y avait à voir. Puis au bout d'un moment, la pièce s'emplit d'une foule de petites créatures masquées qu'Henri et Sophie prirent tout d'abord pour des enfants. Mais leur manière de se déplacer pour venir saluer celui qui se tenait sur un énorme trône en or n'avait rien d'enfantin. Sophie, habituellement vaillante, n'en menait pas large, et Henri maudissait l'impuissance de ses jambes paralysées qui l'empêcheraient de voler à son secours si les choses tournaient mal. Au bout d'un moment, le personnage assis sur le trône, qui était probablement le roi ou une sorte de grand prêtre, s'approcha d'Henri qui, contrairement à sa femme, n'avait pas pu se mettre debout. Il cherchait d'ailleurs désespérément des yeux son fauteuil roulant, mais nulle trace. Le grand prêtre, qui portait un impressionnant masque d'aigle, s'approcha d'Henri et se mit à lui donner de petits coups dans les jambes, comme l'avaient fait de nombreuses fois les médecins français, espérant sentir une réaction de réflexe chez le jeune homme. Et comme à chaque fois, Henri ne réagit pas. C'est alors que Sophie se mit à parler à toute allure, en essayant d'expliquer à ces drôles de gens que son mari avait eu un accident de cheval et qu'il ne pouvait plus bouger et que c'était pour trouver un remède miraculeux qu'ils étaient venus se perdre dans cette jungle amazonienne. En d'autres circonstances, une jeune femme, blonde comme les blés, volubile comme une pie, alternant mime et regard de tragédienne au milieu de petits bonshommes quasiment nus et masqués, lui jetant des regards ahuris, aurait été d'un effet des plus comiques. Mais Sophie se rappelait ô combien les mises en garde de leur vieux guide Juan, lui rappelant que certaines peuplades étaient cannibales, et elle espérait par ses sanglots atteindre leur cœur qui, bien que de petite taille également, battait sûrement quand même. Le grand prêtre frappa dans ses mains et quelques secondes plus tard, un des petits êtres apporta 2 gobelets remplis d'une mixture verte et fumante qui fit immédiatement penser à Sophie qu'ils allaient les droguer pour les faire cuire ensuite. Elle se précipita sur Henri en lui disant ce qu'elle venait de réaliser et le supplia de ne pas boire. Mais Henri était comme envoûté. Sans doute parce que depuis son accident il n'avait jamais vécu complètement, il semblait qu'il n'avait plus peur de rien pour lui-même. Ce petit grand prêtre masqué le fascinait, et il décida de s'en remettre entièrement à lui, ne détournant même pas son regard pour dire à Sophie qu'il avait confiance et qu'il allait obéir. Henri avala donc jusqu'à la dernière goutte de la potion que Sophie refusa catégoriquement, ne dérogeant pas à sa règle d'or qui était de ne jamais boire autre chose que de l'eau ou du cidre breton. Cependant, personne n'essaya de la forcer. Ensuite, le prêtre frappa à nouveau dans ses mains, et les tourtereaux furent mis d'office sur 2 chaises à porteurs, pas exactement de style Louis XIV, mais chaises à porteurs tout de même. Ils cheminèrent ensuite un bon moment à travers les dédales de ce palais souterrain, et soudain, ils furent aveuglés par la lumière du jour et le soleil qui se reflétait sur tous les murs d'une cité extraordinaire, dont la taille et l'architecture dépassaient tout ce qu'on pouvait imaginer. À l'époque de l'aventure de Sophie et Henri dans cette contrée lointaine, en 1876, les cités Inca et le Machu Picchu n'avaient pas encore été redécouverts par l'historien américain Bingham, puisqu'il ne les mit à jour qu'en 1911. Mais les récits de ce dernier sur ce qu'avait dû être cette civilisation pourraient s'appliquer en tout point au village qu'avaient bâti ces petits hommes si étranges. Les bâtiments étaient parfaits de proportion et de noblesse, tout en étant impeccablement entretenus, richement décorés, et en quelques coups d'œil, Henri et Sophie s'aperçurent qu'il s'agissait d'une cité dans laquelle chacun pouvait trouver sa place, individuellement ou collectivement. En quelques instants, ils se retrouvèrent entourés d'une nuée d'enfants, des vrais cette fois-ci, qui piaillaient dans un langage inconnu, mêlant des bruits de gorge, de langue et des onomatopées répétitives. Puis très vite arrivèrent les mères, ravissantes petites créatures, non masquées, elles, qui semblaient toutes faites sur le même modèle, avec leur corps gracile, leurs longs cheveux noirs, leur peau mate et un air d'extrême jeunesse. Elles essayaient de retenir leur enfant, mais en réalité profitaient surtout pour venir regarder le couple d'étrangers sous le nez. Elles semblaient surtout fascinées par Sophie, et particulièrement par sa chevelure blonde et ondulée, qu'elles essayaient plus ou moins discrètement de toucher. Sophie d'ailleurs, depuis qu'elle était sortie du temple souterrain, se sentait beaucoup mieux. Et elle se disait qu'après tout, ce peuple n'avait pas l'air affamé du tout, et que finalement, avec un peu de chance, Henri et elle ne finiraient peut-être pas rôtis à la broche. Les porteurs les déposèrent devant une grande hutte. La chaise roulante d'Henri l'y attendait, et ils l'y installèrent avec délicatesse avant de laisser le jeune couple pénétrer à l'intérieur. Les jeunes mariés furent à nouveau estomaqués du luxe et du confort qu'on y trouvait. Sophie avait la bouche grande ouverte et pour une fois, pas un son n'en sortait. Un gigantesque lit, fait de bambou et de plusieurs couches de feuilles géantes, recouvert de peaux de bêtes, leur sembla bien meilleur que celui des plus grands palaces après les nuits qu'ils avaient passées dans la jungle.
Des coupes, en or une fois de plus, débordaient de fruits colorés et de graines appétissantes. Plus loin, dans la hutte, une sorte de baignoire en bois exotique était remplie d'eau et de fleurs, comme pour célébrer la lune de miel qu'ils n'avaient pas eue. Et enfin, les maigres bagages qu'ils avaient pu emporter avec eux pour l'expédition étaient posés sur une table en marbre comme s'ils étaient d'inestimables trésors. Les deux amoureux n'en revenaient pas et étaient désespérés de ne pouvoir exprimer par des mots leur gratitude pour cet accueil. Ils ressortirent de la hutte et là, ils eurent à nouveau un choc. Devant eux se tenaient non plus seulement les femmes et les enfants, mais également des dizaines de petits hommes, sans masque cette fois-ci, qui les regardaient avec une intensité dérangeante. Ce qui frappa Henri et Sophie était que tous semblaient très jeunes. Il n'y avait pas un vieillard à l'horizon, comme si le temps n'avait pas de prise sur eux, ce qui était assez perturbant. Sophie se pencha discrètement à l'oreille d'Henri pour lui dire qu'elle les soupçonnait de manger les vieux, et Henri lui avoua qu'il s'était fait la même réflexion. Mais soudain, tous s'écartèrent pour laisser passer le seul homme du village qui avait les cheveux gris. Il s'approcha d'eux, et même sans son masque d'aigle, ils reconnurent le grand prêtre de la crypte. Ce dernier les invita à entrer dans la hutte et s'assit avec eux. S'ensuivit plusieurs heures d'échanges, bien entendu très compliqués au début à cause de la barrière de la langue. Mais au fur et à mesure, la communication devint plus aisée grâce à un parchemin sur lequel le grand prêtre puis Henri dessinaient tour à tour afin de se donner mutuellement des informations. Sophie, elle, mimait leur aventure, et au bout du compte, ce drôle de trio sembla se comprendre. Henri et Sophie apprirent que ce peuple hors du commun ne connaissait ni le monde extérieur, ni les travers de l'homme, tels que la cruauté, la concupiscence ou la jalousie. Ils avaient en revanche développé d'une manière exceptionnelle leur connaissance en alchimie ainsi qu'en phytothérapie, cette médecine par les plantes qui connaissait des débuts balbutiants en Europe, même si dans les campagnes, tous les bons rebouteux l'utilisaient depuis des lustres. Le grand prêtre était un chaman. Ce nom avait été utilisé par Alcide d'Orbigny dans ses récits pour parler d'un chef de tribu qui était également devin et guérisseur. Le chaman s'appelait Nayati et il leur fit comprendre qu'il détenait un savoir immense qui lui permettait de guérir presque toutes les maladies ainsi que de concocter des potions qui donnaient force et jeunesse bien au-delà d'un âge avancé. Il fit aussi comprendre à Henri et Sophie qu'en tant que chaman, il n'avait pas le droit d'user de toutes ces formules pour lui-même, car la tradition voulait que les prêtres connaissent tout des souffrances et de la décrépitude de l'homme, afin de chercher au cours de leur vie les meilleurs remèdes à ces maux. Nayati, qui vieillissait donc de manière naturelle, était d'ailleurs en train de former son successeur, qui à son tour devrait améliorer les connaissances de la tribu. Il fit ensuite comprendre à Henri qu'il pourrait guérir ses jambes, ce qui fit éclater en sanglots ce dernier. Sophie, qui ne croyait que ce qu'elle voyait, espérait de toutes ses forces que le vieux chaman ne donnait pas de faux espoirs à son mari. Après plusieurs heures, Nayati se tourna vers eux avec un regard d'une grande tristesse. Il prit un nouveau parchemin sur lequel il dessina le village en flammes et un homme très grand qui tenait un couteau dans la main. Il fit ensuite le chiffre 6 avec ses doigts et une larme coula sur sa joue. Puis il laissa le couple épuisé se reposer et sortit de la hutte. Les jours qui suivirent, Henri et lui ne se quittèrent pas. Henri buvait consciencieusement les potions que Nayati lui offrait. Il se laissait aussi appliquer sur les jambes et le dos des cataplasmes brûlants faits de plantes mélangées et broyées, ainsi que de petites aiguilles tout le long de la colonne vertébrale. Il fit plusieurs fois des expériences de transe au cours desquelles il devenait un oiseau et se sentait voler au-dessus de la forêt avec une acuité visuelle telle qu'il pouvait même de haut discerner le moindre détail sur la corolle d'une fleur ou le pelage d'un animal. Il ressortait de ces transes totalement galvanisé, se sentant prêt à bondir hors de son fauteuil. Et c'est ce qu'il finit par faire le 5e jour. Il ne sut jamais comment, par quel miracle, magie ou formule médicinale la chose avait été possible. Mais il tenait de nouveau sur ses jambes, et après plusieurs pas hésitants, il se jeta dans les bras de Nayati en le remerciant du plus profond de son cœur. Sophie, elle, était comme tous les jours en compagnie des femmes et des enfants de la tribu, échangeant avec elles des recettes ancestrales de beauté qui font que les femmes, où qu'elles se trouvent sur la surface du globe terrestre, ont toujours cette idée de séduire derrière la tête, probablement liée inconsciemment au besoin de trouver un mâle pour perpétuer l'espèce. Elle était donc plongée dans un cours d'eau jusqu'à mi-cuisse en train de ramasser des sortes d'algues, lorsqu'elle sentit soudain qu'on l'attrapait par la taille. Stupéfaite, elle se retourna prête à bondir, et lorsqu'elle réalisa que son Henri, qu'elle n'avait connu qu'en fauteuil, était debout devant elle, éclatant de vigueur, elle explosa en un flot de larmes qui ne pouvait s'arrêter, tant il contenait de moi de courage, d'espoir et de déception, d'angoisse et d'envie de tout abandonner. Mais son homme avait eu raison de croire au miracle, et elle avait eu raison de croire en lui. Une grande fête fut organisée dans la cité pour fêter la guérison de l'homme blanc. Et ce fut pour Henri et Sophie le jour de leur plus grand bonheur. À la fin de la soirée, pourtant, Nayati, le chaman, les fit venir dans sa hutte, seul. Il reprit le parchemin sur lequel il avait dessiné le village en flammes, et le grand homme armé d'un couteau. Il fit comprendre à Henri et Sophie que le malheur arriverait avec cet homme le lendemain, et qu'il n'y pouvait rien faire car il savait depuis longtemps
que le destin avait décidé d'anéantir son peuple. Henri protesta en lui faisant comprendre qu'un seul homme ne pourrait rien faire face à la tribu entière. Mais Nayati lui dit que son peuple ne connaissait pas le mal et qu'il ne pourrait pas se défendre. Puis il dessina à nouveau un éclair venu du ciel tel un doigt divin symbolisant le destin fatal. Henri et Sophie ne dormirent pas de la nuit, à la fois euphoriques du nouvel état d'Henri et profondément inquiets des prédictions de Nayati. À l'aube, un homme blanc se présenta à la porte de l'enceinte de la cité, pourtant dissimulée par une arche de branchage. Nayati était extrêmement nerveux, mais il le laissa tout de même entrer. Henri était à ses côtés. Et l'homme, un Français comme lui, dit s'appeler Paul Duval et faire partie d'une mission française d'archéologie. Il dit qu'il s'était perdu depuis plusieurs jours et qu'il n'avait pas réussi à retrouver ses compagnons. Il semblait épuisé et déshydraté, et Henri ne voyait pas comment cet homme affaibli pourrait être un danger. On l'emmena dans une hutte et les femmes de la tribu lui apportèrent de quoi le nourrir et étancher sa soif. Puis l'homme tomba dans un profond sommeil. Nayati mit 2 hommes en faction devant sa hutte et convoqua tout le reste du village dans le temple souterrain. D'après ce que comprirent Henri et Sophie, ils voulaient trouver une autre cachette pour les élixirs de jeunesse ainsi que pour les réserves d'or, car ils craignaient d'autres visites d'étrangers, peut-être mal intentionnées dans un futur proche. Il donna à Henri une fiole contenant le miraculeux élixir, en lui disant d'en prendre 1 goutte par an pour conserver jeunesse et santé, ainsi que plusieurs pièces d'or. Il voulut offrir aussi une fiole à Sophie, mais cette dernière la refusa, comme les autres fois. Puis il demanda aux hommes de la tribu de s'activer pour déplacer l'or et les autres fioles plus loin dans les entrailles de la terre, en utilisant un tunnel secret. Tous étaient en train de besogner dans ce tunnel, et Henri et Sophie s'apprêtaient à les rejoindre pour les aider, lorsqu'un cri provint de la salle du temple dans laquelle Nayati se trouvait. Henri, qui pouvait de nouveau courir, bondit et arriva juste à temps pour voir Paul mettre un couteau sous la gorge du chaman, avec une lueur folle dans les yeux. Il dit à Henri que lui aussi avait lu le livre d'Orbigny, et que lui aussi voulait connaître cet élixir de jeunesse, et que lui aussi avait voyagé jusqu'à Manaos. Et lorsqu'il avait appris qu'un homme en fauteuil roulant cherchait une tribu primitive, il avait décidé de suivre ce drôle de couple dans sa quête qui ressemblait étrangement à la sienne. Il voulait faire fortune grâce à cet élixir magique, en monnayant la jeunesse éternelle à prix d'or. Il voulait donc qu'on lui prépare une malle remplie de toutes les précieuses fioles et qu'on le guide hors du village avec 2 mulets pour le remettre sur la piste de Manaos avec son butin. Il emmènerait Nayati avec lui en otage jusqu'à l'approche de Manaos, puis il dit qu'il le laisserait repartir dans la jungle, sain et sauf. Les hommes de la tribu étaient tous dans le tunnel, et Henri, voyant la folie chez cet homme, n'osa pas l'affronter directement. Après un regard à Nayati, il décida donc de lui obéir, en commençant à mettre dans une sorte de grande malle les centaines de fioles contenant l'élixir de jeunesse. Mais soudain, une des femmes de la tribu, qui était restée à l'extérieur du temple comme toutes les autres, entra en trombe dans la pièce, en hurlant, et Henri, en regardant le chaman, comprit immédiatement que la cité était en feu, comme il l'avait prédit. Paul avait tué les 2 gardes en faction devant sa hutte, et avait mis le feu au village afin qu'on ne le poursuive pas. Henri, de fureur, se précipita sur lui, et Paul, en voulant serrer davantage Nayati, fit tomber sa lampe à huile qui embrasa l'un des tissages suspendus au plafond. Tout alla ensuite très vite. Il porta un coup de couteau dans la poitrine de Nayati, attrapa une dizaine de fioles qu'il mit dans ses poches et s'enfuit en cassant une seconde lampe à huile qu'il jeta sur d'autres tissages. Puis il prit la fuite tandis que le temple s'embrasait. Henri laissa Sophie secourir Nayati tandis qu'il s'avançait dans le tunnel pour crier aux hommes de remonter. Mais en quelques secondes, la fumée fut si épaisse et les flammes si nombreuses qu'il dut reculer. Nayati rendit son dernier souffle dans les bras de Sophie, et Henri juste le temps d'attraper sa bien-aimée et de gravir les marches qui menaient à la sortie avant que le temple ne s'embrase entièrement. Hélas, dehors, le spectacle qui s'offrait à eux n'était également que désolation. La splendide cité d'or n'était plus que des huttes calcinées, bâtiments en flammes, cris et fuites désespérées pour échapper au feu galopant. Henri et Sophie suivirent les femmes et les enfants survivants qui s'enfuyaient dans la forêt, et en se retournant une dernière fois vers le temple, ils virent un aigle immense qui tournoyait au-dessus des décombres. Oui, Archie. Non, mais là, vraiment, Archie, vous êtes nul. Non. Quoi, vous avez peur des chamans? Je vais vous faire boire un filtre d'amour, moi. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.